Il s'agit d'une famille riche et aisée qui est venue à Bali pour profiter du chaud soleil tropical et de l'incroyable beauté de l'eau de l'océan. Ce n'était pas particulièrement nécessaire pour Antonio, mais c'était essentiel pour sa belle épouse et leur fille, âgée de moins de 4 ans. Il y a longtemps qu'Antonio a lancé sa petite entreprise et loué un espace approprié, en l'équipant de toutes les normes nécessaires à cette activité. Il a acheté des machines avec des licences spéciales et a commencé à miner des crypto-monnaies dédiées à cette simple activité. Tout le travail était littéralement effectué par des machines de minage, un mystère pour beaucoup de gens. Comment ces soi-disant travailleurs gagnent de l'argent, alors que certains envisagent encore de participer à quelque chose de plus subtil, d'autres n'osent pas commencer à gagner de l'argent exactement de la manière qu'Antonio a promu. Son entreprise le fait complètement, bien que tout le travail principal soit effectué par des machines informatisées. Il n'était pas nécessaire d'effectuer des tâches moins importantes, telles que le recrutement de personnel pour entretenir les machines, la comptabilité et d'autres tâches administratives, ainsi que la réflexion sur la manière d'augmenter les revenus et la taille de l'entreprise. Les tâches étaient nombreuses et toutes assez sérieuses, mais Antonio semblait naturellement doué pour cette activité. 2 ans après la première succursale, Antonio en a ouvert 2 autres similaires, mais dans d'autres villes de la région nord. Antonio est très heureux d'avoir choisi cette voie. Le domaine d'activité était totalement nouveau et inconnu d'un grand nombre de personnes désireuses de s'occuper de quelque chose. L'essentiel était de bien penser, mais brièvement, et d'agir, agir et agir. Outre les personnes ordinaires qui souhaitaient obtenir des revenus passifs, de grands acteurs sont également entrés dans cette sphère d'activité en réfléchissant à l'endroit où investir leurs dollars et autres devises, et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Tony, sa femme Véronica l'appelait par son nom, « Pourrais-tu nager avec notre fille ? Je veux prendre un bain de soleil pour que le bronzage soit le plus uniforme possible », lui demandait-elle toujours. Ils avaient une baby-sitter avec eux, mais cette fois-ci, ils ont décidé de passer un peu de temps en famille. Antonio a pris sa fille de 3 ans et l'a mise sur son dos alors qu'ils étaient déjà dans l'eau, qu'Antonio avait délibérément loué une plage privée pour sa famille, l'eau caressant agréablement sa peau. L'eau était très chaude et d'une couleur émeraude incroyablement belle, un vrai moment de détente et de thérapie thermale. Antonio regarde sa femme qui se tient juste devant lui. Véronica levait les mains en faisant semblant d'être un top modèle. Elle était heureuse car, malgré sa grossesse et son accouchement, elle parvenait à garder une forme magnifique dès qu'elle en avait l'occasion, mettant commodément en valeur les jolies courbes de son corps. Antonio aimait que sa femme de 30 ans se comporte encore comme une adolescente, il l'aimait à la folie et était reconnaissant au destin de les présenter toujours en parfait état. Les qualités athlétiques de Véronica l'amenaient à traiter les gens autour d'elle avec une telle rigueur qu'elle était parfois une jolie fille exigeante, ce qui faisait rire Antonio, qui disait que je méritais un tel honneur de te rencontrer, ma princesse. Puis il entoura Véronica de ses bras et l'embrassa affectueusement, ce que Véronica aimait beaucoup. Elle aimait sincèrement son mari, même si Antonio avait dû faire des efforts considérables pour la convaincre d'être d'abord sa petite amie et ensuite sa femme. Chaque jour, il l'aimait de plus en plus. Il aimait la douceur de son visage et la sévérité audacieuse de son caractère, considéré comme pragmatique et réfléchi, peut-être trop, mais on dit que nous attirons les gens qui nous ressemblent. Antonio avait donc un travail à faire sur lui-même, peu importe que l'esprit vif de Véronica et l'intuition d'Antonio aient permis à ce dernier d'amener progressivement son entreprise à un bon niveau de revenus. La famille passe d'un appartement à une grande maison. Il a d'abord acheté une voiture, puis une autre comme moyen de transport, puis un yacht sur lequel la famille aimait se détendre, car le rêve d'Antonio était d'acheter son propre yacht. Il était petit, mais tout y était si pratique et si bien fait que je n'ai jamais rien vu de mieux. Véronica passa la main sur sa peau douce et uniforme. Ici, sur ces îles merveilleuses, le bronzage s'est avéré vraiment extraordinaire. Véronica admire Antonio et sa fille, qu'ils appellent Rosalia. C'est ainsi que son père l'appelait, Véronica s'en moquait, elle se souvenait du jour où ils avaient mis son petit bébé mouillé et gonflé sur son sein à ce moment-là. Antonio était à ses côtés, il lui tenait la main et la regardait dans les yeux, qui étaient remplis de larmes de bonheur. Le temps passe et la petite Chalia est maintenant sur le dos de son père. Comme lui, elle aime l'eau et est prête à y passer des heures. Antonio lui a appris à plonger sous l'eau et elle s'est sentie détendue et en sécurité. Rosalia a appris très vite et aujourd'hui, à 3 ans, elle barbote dans l'eau comme un poisson rouge né dans la mer mais Véronica ne voulait pas mouiller ses cheveux inutilement et préférait nager seule dans un endroit proche avec sa famille. Après les procédures aquatiques, la famille se rendait dans un restaurant coûteux, réputé pour son design intéressant et sa cuisine luxueuse. Avec des revenus en constante augmentation, la famille n'avait pas à se soucier de l'argent à dépenser.
Le serveur apporte des salades appétissantes et un plat de fruits de mer préparé de différentes manières. Après un dîner copieux, Veronica décide d'aller au magasin pour acheter de nouveaux vêtements. Antonio et Rosalia attendent que Veronica ait fini de s'habiller. En essayant ses nouvelles robes avec sa silhouette impressionnante, Veronica n'a pas eu à s'inquiéter de ce qui ne lui allait pas avec un vêtement qui lui irait incroyablement bien le lendemain. Antonio et sa fille retournèrent au bord de la mer, et Veronica décida de rester à la maison. Elle voulait être seule et se reposer. Antonio et Chalia, en revanche, étaient impatients de rejoindre l'eau. Antonio aimait profondément sa fille et veillait à lui accorder suffisamment d'attention en cette journée chaude et ensoleillée. Ils plongèrent à nouveau dans l'eau. Antonio a délibérément choisi un endroit approprié avec une faible profondeur et un fond lisse. De petits poissons colorés apparurent, curieux des nouveaux venus. Ils nageaient parmi les épais buissons verts et se cachaient parmi les feuilles des algues, observant les nageurs pendant qu'Antonio était occupé avec sa fille, ne cessant de s'étonner de leur incroyable habileté. Il s'aperçoit avec stupéfaction que cette petite créature saisit tout à la fois. À la fin de ses vacances, Veronica est heureuse et bronzée. Une bonne l'attendait à la maison, une certaine Carmen, qui travaillait pour eux depuis environ 4 ans. Lorsque Veronica est tombée enceinte, Antonio a sérieusement envisagé de trouver une candidate appropriée pour l'aider à la maison et à s'occuper de leur futur enfant. Sachant que sa femme était très exigeante, il s'en est occupé à l'avance. Carmen s'est avérée être la nouvelle candidate. Après avoir discuté avec elle, Veronica n'avait rien à lui reprocher. Antonio était heureux d'avoir résolu l'un des problèmes. Carmen a grandi dans un orphelinat et n'a jamais eu de vraie famille, mais elle a toujours rêvé d'en avoir une après sa sortie de l'orphelinat. Issue d'une école pédagogique, elle savait inconsciemment comment s'entendre avec des enfants de tous âges. Lorsqu'elle a trouvé ce travail par le biais d'annonces, elle a compris qu'elle serait dans son élément. Carmen s'est montrée responsable et consciente de sa place pendant la grossesse de Veronica. Les deux femmes sont devenues très proches, presque amies. Veronica a pu partager ses inquiétudes et ses angoisses avec Carmen, qui l'a toujours soutenue et a réussi à dissiper les nuages qui l'assaillaient. Carmen combinait parfaitement deux rôles, celui de meilleure amie et celui d'aide ménagère. À la naissance du petit Chalia, la famille avait encore besoin d'aide. À cœur ouvert, Carmen est rapidement devenue l'amie de sa fille. Puis Carmen s'enrichit d'une autre personne chère à qui confier des secrets, Carmelita. « Bonjour, Rosalia », dit-elle en bavardant joyeusement. En franchissant le seuil de la maison, Carmen accueille la jeune fille à bras ouverts, « J'ai tant de choses à te dire, Chalia. » Il se dépêcha d'enlever ses sandales. « Entre, ma chérie, et toi aussi, Carmen, » salua-t-il, comme s'ils étaient venus chez lui. « J'ai préparé un délicieux déjeuner. Déshabillons-nous, lavons-nous les mains et mettons-nous à table, » dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. Veronica la suit dans le salon, tandis qu'Antonio se rend dans sa chambre. « Ah, Carmen, tu n'imagines pas comme c'est merveilleux ici, » dit Veronica d'une voix douce. « Bien sûr que non, je n'y suis jamais allée, » répond la servante en riant. Carmen savait qu'elle avait beaucoup de chance avec les personnes pour lesquelles elle travaillait. Cette famille s'est distinguée par sa grande gentillesse et son intégrité pendant la période où elle a travaillé pour elle. Carmen a voyagé avec eux dans différents pays. Parfois, en voyage, Carmen devait s'occuper de la petite Chalia. Finalement, Antonio est descendu dans le salon. Il s'est douché et a mis une chemise propre. Carmen le regarde rapidement. Cet homme était très beau, avec un caractère doux, qui poursuivait avec persévérance ses objectifs dans ce monde. On ne peut que rêver qu'un jour, Dieu lui donne un homme comme celui-là. Il ne m'a même pas donné de fourchette, je peux m'en servir avec mes doigts, dit-il joyeusement. Tout le monde rit de sa plaisanterie. Carmen regarde la table avec surprise. Elle se leva pour chercher un autre ustensile, mais l'homme s'avança, s'approchant rapidement de l'armoire où se trouvaient les assiettes dans lesquelles Carmen s'apprêtait à prendre des tasses. Antonio, essayant de ne pas frapper la servante, décida de la repousser un peu. Carmen sentit à l'improviste ses mains se poser sur sa taille. Elle ouvrit la bouche de surprise, mais essaya de ne pas se trahir, car Antonio faisait comme si de rien n'était. Il ramasse sa fourchette et retourne s'asseoir. Cependant, Carmen est troublée par ce comportement inattendu. Elle essaie rapidement de chasser ses pensées de son esprit. À la fin du déjeuner, Antonio se rend au bureau. Il y avait du travail à faire, comme faire vérifier le personnel et réviser certains documents. Mais la famille n'est pas triste pour autant. Veronica et Chalia avaient reçu tant d'impressions et d'émotions qu'elles étaient prêtes à s'endormir tout de suite.
Quelques heures après le déjeuner, Antonio était déjà à la maison. Sa famille dormait. Il passa la tête dans la cuisine, comme d'habitude. Carmen était en train de ranger lorsqu'elle l'a vu. Elle propose à Antonio une tasse de café. Antonio était toujours étonné de la perspicacité de cette fille. Il accepta. Normalement, Antonio prenait son café ou une autre boisson et se rendait à son bureau ou dans une autre pièce. Mais cette fois-ci, il a fait quelque chose de différent. Bien que Carmen soit occupée à travailler et à plier des serviettes, il s'assit à côté d'elle à la table. Il s'assit tranquillement, en sirotant son café. Carmen se remémorait ses souvenirs. Des effleurements accidentels lui donnaient l'impression que ses souvenirs s'immisçaient dans son esprit. Elle regarda involontairement ses mains. Elles étaient plus que belles pour des mains d'homme. C'était compréhensible, car Antonio n'avait jamais fait de travaux lourds, sa peau était douce et régulière. Il semblait même qu'il tenait la tasse de café d'une manière particulièrement douce. Perdue dans ses fantasmes, elle restait immobile, tenant toujours la serviette. Finalement, Antonio s'en rendit compte et, voyant son regard qui semblait collé à quelque chose qui se passait avec ses mains, il demanda à mademoiselle Carmen. Il ne revint pas dans le monde réel. Elle sentit immédiatement son regard sur elle. Carmen a levé les yeux. Tout va bien. Antonio demanda à nouveau. Carmen était perdue, elle ne savait pas quoi dire. Elle ne pouvait que fixer les yeux d'Antonio en silence. L'instant d'après, il s'est trop laissé aller, baissant les yeux sur les lèvres de Carmen. Antonio se leva et s'approcha de Carmen. Son cœur battait plus vite et son visage était rouge. Antonio se penche légèrement vers elle et lui tend la main droite. La jeune fille, comme envoûtée et immobile, resta sur place. Il lui sembla qu'Antonio voulait la toucher et, en effet, sa paume était très proche de son visage. L'instant d'après, il saisit quelque chose avec ses doigts et arracha une plume de ses cheveux. Elle a failli te rentrer dans l'œil, dit Antonio en lui présentant cette raison presque légère de l'intérêt qu'il lui porte. Antonio prit ensuite sa dernière gorgée de café et quitta la cuisine. La jeune fille resta seule. Elle ferma les yeux et les couvrit de sa main. Elle se sentait très honteuse et mal à l'aise à cause de son comportement stupide et inapproprié. Elle prit une grande inspiration, essayant de se calmer, et pressa la paume de sa main contre son visage, des deux côtés. Elle sentit sa chaleur. Carmen n'est pas indifférente. Antonio, à l'âge de 20 ans, n'avait pas encore connu les relations entre un homme et une femme. Antonio pouvait dire qu'elle était la première à lui accorder autant d'attention. Il devait admettre qu'il aimait bien Antonio et qu'il était attiré par lui en tant qu'homme. Il était intelligent, beau et séduisant à tous points de vue. Il savait prendre des risques et s'arrêter à temps, il était sobre et doux, mais en même temps, il savait exactement ce qu'il attendait de la vie. Un jour comme les autres, Carmen a tout simplement réalisé qu'elle était amoureuse de lui. Cela n'a en rien affecté son travail ou son attitude envers Veronica ou Chalia. Carmen continue de s'acquitter de ses tâches de manière irréprochable. Elle prépare les déjeuners et s'occupe de la petite fille, mais en même temps, elle ne cesse pas d'aimer. Un secret pour cet homme. Après cet incident, elle s'est efforcée de ne pas rester seule avec Antonio pour ne pas alimenter son imagination. Il n'avait pas non plus l'intention de donner à Veronica des raisons d'être jalouse. Son amitié et sa confiance en elle valaient bien plus que tout cela et, reprenant des forces, il continua son travail. Avec le temps, Antonio décide d'agrandir son entreprise. Il y a 6 mois, il avait déjà ouvert une nouvelle succursale dans le nord, une région au climat plutôt froid et aux étés courts. C'est l'endroit idéal pour développer une activité minière. De plus, les coûts d'électricité y sont plusieurs fois inférieurs à ceux des autres villes. C'est maintenant au tour du pays voisin. Le choix s'est porté sur la capitale, une grande ville en développement avec de grandes perspectives d'avenir. Antonio avait aussi des connaissances. Ici, avec qui il était plus facile d'avancer dans les affaires, ses partenaires étaient ravis d'évoluer dans cette direction avec lui. Antonio commençait à prendre pied sur le terrain et à rassembler les informations nécessaires à un nouveau départ. Il a décidé de ne pas se précipiter, préférant agir lentement et délibérément. De retour dans sa ville natale, il passe devant son bureau et sa secrétaire s'approche de lui. « Monsieur Mirror, une personne très importante est venue vous voir, elle a plusieurs questions et propositions à vous faire, » dit la jeune femme au tailleur élégant. « Oui, faites-le entrer » répond Antonio en jetant un coup d'œil à sa montre. Il se rend compte qu'il lui reste encore 30 minutes. Bientôt, un homme de plus de 40 ans et d'aspect présentable entre dans son bureau.
Il avait l'air assez solide. Sa secrétaire le présente comme le directeur d'un holding d'investissement appelé Interox. Voici Gonzalo Sala, dit Adla, en lui proposant un café ou de l'eau glacée. Monsieur Sala décline poliment l'offre et s'installe en face d'Antonio. Il entame la conversation. Quand on me présente, Monsieur Mirror, je m'occupe d'investissement, commence-t-il en frottant légèrement les doigts de sa main droite contre sa paume. Antonio peut voir les grosses bagues de l'annulaire et du majeur. Malgré ses cheveux gris, Monsieur Sala a une belle coupe de cheveux. Sa barbe bien taillée allongeait l'ovale de son visage et rendait sa personnalité encore plus intéressante. L'homme portait une veste marron foncé avec de fines rayures blanches et un pantalon marron assorti. Sala a appris l'existence de l'entreprise d'Antonio par ses assistants, car son directeur l'a chargé de trouver de nouvelles opportunités d'investissement. Après avoir étudié le marché, ils ont trouvé les chiffres impressionnants de la société minière d'Antonio. Le jeune Cordro réalise d'énormes bénéfices en achetant et en vendant des pièces de monnaie. Dès qu'ils ont quitté le giron de sa mère, il a déjà organisé ses propres acteurs majeurs du marché des crypto-monnaies, avec des sommes considérables sur leur compte, qui affluent vers Antonio comme des abeilles vers le miel, prêts à lui confier leur fortune. Cela a considérablement entravé les activités de la société de Gonzalo, qui tentait désespérément d'attirer des clients pour qu'ils investissent leur argent. Je sais que vous avez travaillé dur et que vous avez construit vos succursales dans le Nord à partir de rien, mais mes assistants ont étudié vos activités en profondeur. Vous développez votre entreprise avec succès, dit Gonzalo, qui plaisante en disant « Dieu nous garde de demander comment vous faites ». Antonio a écouté attentivement et a à peine souri. Sur un ton amical, Monsieur Sala reste silencieux, attendant une réponse. « C'est moi qui devrais te dire comment construire une entreprise à partir de zéro, a répondu Antonio. Je pense que vous comprenez cela beaucoup mieux que moi et que vous avez plus d'expérience. Antonio n'avait pas l'intention de révéler toutes ses lettres à cette personne. En réponse, Gonzalo sourit et poursuit. C'est bien d'entendre ces choses sur vous, dit Monsieur Sala. Mais j'ose vous proposer quelque chose. Il semble regarder Antonio dans les yeux. Je vous garantis que vous serez plus que satisfait. Tu pourras offrir une vie sans souci non seulement à toi-même, mais aussi à tes enfants, poursuivit l'homme avec une série de préludes. Antonio ne comprend toujours pas ce qui se dit. Quelle est votre proposition? Je brûle de curiosité, dit Antonio en suivant le regard de Gonzalo. Gonzalo accepta cette moquerie dès que quelque chose de perceptible brilla dans ses yeux, faisant naître chez Antonio un sentiment d'antipathie. Je vous propose de me vendre votre branche nord. Crois-moi, je suis tout à fait capable de rembourser le sacrifice que je te demande, dit Gonzalo, sans détourner le regard, comme s'il essayait de faire pression sur la ferme résolution d'Antonio. Je comprends tes désirs et tes aspirations, répond Antonio. Certainement, dans votre position, je tenterai aussi ma chance en faisant une telle offre. Il y eut une pause. Mais malheureusement, je dois décliner, dit Antonio, gardant son regard comme s'il résistait à la pression. Malgré tout, je ne pense pas qu'une telle offre doive être acceptée en quelques minutes. Je vous suggère donc d'y réfléchir, de prendre le temps de la réflexion et de bien peser le pour et le contre, insiste le gentleman. Je suis sûr que c'est la réponse finale, ajoute Antonio. Peut-être un café après tout? Il propose de changer brusquement de sujet, mais Monsieur Sala n'est pas d'accord. Son humour pour la plaisanterie se retrouvait dans une situation embarrassante, jamais auparavant il n'avait dû céder à un garçon. Ce petit arrogant pathétique et méprisable n'avait même pas l'intention de partager avec lui. Tapant des doigts sur la table comme pour attirer l'attention sur lui, Monsieur Sala prit congé et quitta le bureau. Il était aisé, avait une femme et 2 filles adultes. Gonzalo n'avait aucune position dans la famille. Sa ville était respectée et appréciée. Il visitait souvent des projets importants pour résoudre des problèmes. Mais dernièrement, avec l'expansion de l'entreprise d'Antonio, sa popularité a inévitablement commencé à diminuer. L'estime de soi de ses partenaires, autrefois loyaux, s'en est trouvée fortement affectée. Aujourd'hui, ils ont changé de camp et refusent de coopérer avec Gonzalo. Estimant que les investissements dans ses propres projets ne généraient que très peu de bénéfices, Monsieur Sala n'a eu d'autre choix que d'accepter la situation. Il est rentré chez lui plein de colère. Sa famille s'en est immédiatement rendu compte par ses mouvements brusques. Comment ce garçon pathétique a-t-il osé, demande Gonzalo avec haine dans sa voix incroyablement arrogante et trop sûre d'elle. Il s'assit sur le canapé du salon et alluma sa pipe. Comment s'est-il comporté? Il n'a même pas cligné des yeux. Il a bougé. Quelle insolence,
il ne sait pas à qui il a affaire. Gonzalo alluma sa pipe et tira quelques bouffées. Il croit qu'il peut se débarrasser de moi en refusant mon offre, idiot, grommela-t-il en regardant droit devant lui. Devant lui, son regard s'est légèrement assombri, comme s'il voyait déjà ce qu'il attendait. Antonio, Monsieur Sala, s'adresse à lui. Med, peut-être aimeriez-vous un thé calmant, demanda-t-elle avec insistance. Mais vous feriez mieux de me servir un vin apaisant, dit l'homme en remettant sa pipe en bouche. C'est alors que sa fille cadette, Susanna, 25 ans, entre dans la chambre de Star, incroyablement belle. Sa petite taille et son corps svelte, ses cheveux noirs et ses yeux bruns lui donnaient un aspect encore plus vivant. La séduisante Susanna était sa préférée. Eleonora lui ressemblait davantage et avait le même caractère désagréable, obstiné et têtu. On ne pouvait pas la raisonner et les conflits étaient fréquents entre elle et son père. Eleonora était également très intelligente, et sa nature calculatrice et son sang-froid l'aidaient à diriger l'entreprise. Mais quand il était avec la famille, il était tout aussi insistant. Il essayait toujours d'imposer son opinion partout et discutait sans relâche. Son point de vue était différent de celui de Susanna, qui avait un caractère doux et écoutait toujours plus qu'elle ne parlait. Ce qui lui plaisait le plus, c'est qu'elle ne contredisait jamais son père, le soutenait toujours et le considérait comme le meilleur et le plus performant des pères. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es contrarié par quelque chose ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle, et la servante remplit immédiatement son verre. « Pas encore ma petite » dit mon père en continuant à fumer sa pipe et en regardant silencieusement devant lui. Cette fois, Susanna resta à ses côtés. Elle aimait s'asseoir tranquillement à côté de son père, ainsi, elle savait qu'il resterait silencieux pendant un long moment et que Susanna continuerait à parler. « Mon enfant, reprit Gonzalo, tu es assez mûr et tu devrais être capable de régler certains problèmes. » La jeune fille regarde son père avec intérêt. « Maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de ton aide. »« Oui, bien sûr, papa, tu peux me demander tout ce que tu veux, » dit Susanna. Regardant attentivement son père, « Je sais que tu as un esprit vif et un caractère fort, » poursuit Gonzalo, « sois patient et permets-toi d'atteindre tes objectifs. » Gonzalo regarde attentivement Susanna. « Papa, qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» demande encore la fille. Gonzalo dit alors à sa fille qu'il y a une entreprise très intéressante et prometteuse qu'il devrait rejoindre. Les amis, cependant, le directeur de cette entreprise était très intelligent, il devait donc faire preuve de ruse et d'ingéniosité. Il dit aussi à sa fille qu'elle doit s'associer à l'entreprise d'Antonio par tous les moyens, devenir son assistante, sa fidèle servante. Il vient d'ouvrir une nouvelle succursale et a besoin de soutien, et tu es une spécialiste expérimentée. Je sais que tu peux t'acquitter de cette tâche, tu es attentive, diligente et responsable. Susanna regarde son père et, au fond d'elle-même, elle est heureuse que Gonzalo lui confie enfin une tâche importante. Il avait toujours protégé sa fille de toutes les manières possibles, il ne voulait pas qu'elle travaille trop ni qu'elle s'inquiète. Pour divers problèmes professionnels, parce qu'elle était sa fille préférée et qu'il voulait qu'elle vive sa vie dans le bonheur et l'harmonie. En revanche, Susanna a toujours envié sa sœur aînée et, surtout, son père pour sa fierté d'avoir une fille qui réussit si bien. Susanna ne pouvait que louer sa nature paisible, cela ne lui suffisait pas. « Papa, j'essaierai de faire tout ce que tu me demandes, » dit Susanna, « tu ne dois pas essayer, tu dois le faire, » dit Gonzalo d'un ton ferme. Ensuite, le père et la fille ont trinqué et bu du vin. Après sa conversation avec son père, Susanna a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait rejoindre l'entreprise d'Antonio. En fait, ce n'était pas si difficile que cela. Il lui suffit d'ouvrir le site web de l'entreprise et de cliquer sur le bouton des offres d'emploi, et la chance sourit immédiatement à Susanna. Elle avait besoin d'un chef de bureau dans l'un des départements de l'entreprise, commençons doucement, s'est dit Susanna. Susanna est heureuse d'avoir pris un bon départ et de s'être bien préparée. Susanna se rendit à l'entretien, la conversation se déroula avec Antonio lui-même. Susanna trouvait vraiment Antonio étrange, il s'occupe lui-même des moindres tâches. La jeune fille était vêtue d'une robe plutôt modeste, mais les talons hauts, très courts et provoquants, associés à la robe révélatrice, donnaient l'impression que ses jambes étaient encore plus longues. La jeune fille s'était bien maquillée. Son regard était expressif et ses lèvres sensuelles devraient faire une bonne première impression sur Antonio. Sur votre CV, vous écrivez que vous excellez dans n'importe quelle équipe de bureau, que vous parlez couramment 3 langues et que vous n'avez aucun problème à lire un langage technique. Antonio répète la lecture du journal, puis regarde Susanna qui garde son calme et se montre artificiellement réservée. Oui, c'est bien cela. C'est moi,
répond la jeune fille avec assurance. Eh bien, tu es parfaite pour nous, dit Antonio, persuadé que ce genre d'expert est exactement ce dont elle a besoin à ce moment-là. Susanna a été affectée à son propre bureau et a commencé à travailler sur des rapports et des prévisions tout en effectuant ses tâches quotidiennes. Elle absorbe en même temps de nombreuses données sur le travail minier, essayant de rassembler autant d'informations que possible pour perfectionner ses compétences. Après 6 mois d'efforts, ces derniers n'ont pas été vains, elle a très bien étudié l'industrie minière et a compris certains schémas de processus. Ainsi, elle a vraiment commencé à comprendre quelque chose et à suivre ses propres idées pour l'évolution de la situation, et Antonio a également noté les succès de Susanna, heureux d'avoir embauché une telle employée. Au fil du temps, elle est devenue sa principale assistante. Une fois qu'Antonio et Susanna étaient restés au travail plus longtemps que d'habitude, ils travaillaient sur l'un des projets. Ce soir-là, Susanna utilisait la tête et le charme pour séduire Antonio. Elle portait un beau chemisier blanc et une longue jupe moulante avec une fente, comme mentionné plus haut. La soirée s'est allongée, Antonio a brièvement quitté son bureau, il voulait faire une petite promenade et démarrer la voiture pour faire chauffer le moteur. C'était le milieu de l'hiver, on ne pouvait pas se passer de chauffage. Pendant l'absence d'Antonio, Susanna s'est précipitée sur son bureau et a commencé à fouiller tiroir après tiroir, voulant trouver quelque chose qu'elle ne savait peut-être pas encore, après tout ce que son père lui avait dit. Elle demande à sa fille d'être ses yeux et ses oreilles. Tu dois connaître les activités d'Antonio, en tant qu'employé de l'entreprise, tu dois savoir ce qu'il y a à l'intérieur, tu dois voir, entendre et penser, comme l'a dit Antonio. Son père et Susanna ont répondu avec diligence à la demande de son père bien-aimé. Malheureusement, Susanna ne trouve rien et se fait presque surprendre par Antonio avec un dossier dans les mains. Le remettant dans le tiroir pour distraire Antonio, elle prit un verre d'eau et le versa sur son chemisier. L'eau a été instantanément absorbée par le tissu fin, le rendant transparent. Lorsqu'Antonio entra et vit la honte et la confusion sur le visage de Susanna, celle-ci essaya d'essuyer l'excès d'eau de son chemisier trempé. Elle continuait à sourire de manière inconfortable et essayait de résoudre la situation de cette façon, elle voulait attirer l'attention d'Antonio sur elle. En ajoutant qu'elle aimait cela, elle était sûre que Antonio, en voyant son charmant décolleté, se sentirait sans doute séduit. Mais tu n'as pas obtenu la réaction souhaitée de l'homme, c'est le signe qu'il est temps de finir le travail, dit Antonio en tendant une serviette à Susanna. Le fait que l'attention qu'il porte à la jeune fille ait fini par lui enlever la serviette, Susanna tente de cacher sa déception. Dans une certaine mesure, elle se sentait même offensée que Antonio ne la considère que comme une partenaire commerciale et ne la considère pas comme une belle femme, cela la dérangeait qu'il ne la laisse pas faire. Après tout, papa serait très heureux de l'entendre. Susanna réussit à se rapprocher de son concurrent à la pensée de l'approbation de son père. Sa lèvre inférieure tremblait un peu, elle était prête à tout pour ses louanges et continuait à jouer son jeu. L'impeccable Susanna s'est de plus en plus rapprochée d'Antonio après avoir réussi à lui rendre visite chez lui. Elle a rencontré sa femme Veronica et leur fille Shalia. Antonio et Susanna se sont précipités pour rencontrer un de ses collègues de travail. Ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter au restaurant et sont donc rentrés directement chez eux. Carmen vient de préparer un délicieux déjeuner pour lequel elle a dressé la table pour 4 personnes, dont la petite Shalia. Les plats étaient tout simplement excellents. Pendant le déjeuner, Veronica s'est enquise des succès de Susanna, qui a été tout simplement charmante et a fait l'éloge de Veronica. La femme d'Antonio et sa fille, tu es si grande et indépendante, comme tu es belle, tu ressembles tellement à ton père, dit Susanna, essayant de plaire à la petite fille. Mais la petite Shalia avait une autre opinion, elle n'aimait pas du tout Susanna. Il ne voulait donc pas lui parler, malgré toutes ses tentatives. La petite fille ne répondait que par le silence et un étrange froncement de sourcils. C'était la première fois que Rosalia remarquait Antonio, les adultes riaient, mais il n'y avait pas que la petite Shalia qui n'aimait pas l'invité de la maison, Carmen, qui surveillait tout. De loin, elle fut également surprise de constater que Susanna ne lui avait pas fait une très bonne impression. La jeune fille semblait artificielle et trop gentille, elle semblait vouloir lui coller à la peau. Malgré cela, Carmen ne montra aucune émotion. Après tout, ce n'était pas ses affaires, et d'ailleurs, cette fille n'était venue que pour le déjeuner et ne serait probablement plus là une fois que tout le monde aurait mangé. Susanna se mit à vanter les mérites de la nourriture et à remercier le cuisinier, avec un enthousiasme excessif, mais elle parvint tout de même à donner une bonne impression d'elle-même et à gagner de l'affection. « J'aimerais que cette fille ait une bonne poigne », dit Veronica lorsqu'Antonio et elle quittèrent la maison. Carmen ne répond pas et se contente de hausser les épaules. Le marché des crypto-monnaies a atteint un nouveau niveau.
de plus en plus de gens se tournent vers ce secteur, chacun souhaitant disposer d'un revenu passif supplémentaire. Mais plus le nombre de ces personnes augmentait, plus les bénéfices d'Anthony diminuaient. Antonio a donc organisé une petite fête, réservé un restaurant et invité les principaux dirigeants de l'organisation, dont Susanna. Antonio se souvient encore du jour où elle est arrivée pour la première fois à son bureau. Des tables rondes remplissaient tout le restaurant et de la bonne musique était diffusée. Les invités sont assis comme d'habitude et un présentateur est invité à organiser divers concours et à divertir les invités. Veronica, la femme d'Antonio, était également présente et leur fille Rosalia est restée avec Carmen. La fête a été très intéressante. À la surprise d'Antonio, de nombreux employés lui ont exprimé leur gratitude et se sont montrés sincèrement heureux de faire partie de cette entreprise. Nous sommes prêts à relever tous les défis, a-t-il déclaré. Esteban lui a emboîté le pas sous les applaudissements. Réchauffons l'hiver ensemble, s'est écrié un autre en guise de réponse. Il y a eu un beau prolongé, comme vous le savez, à cause du travail, les machines d'extraction constante ont très chaud et pour eux, au contraire, le froid est bénéfique. Susanna était assise à la même table qu'Antonio et sa femme, jetant de temps en temps un coup d'œil à Veronica pour évaluer son apparence. Au cours de la conversation, elle s'était déjà rendue compte que la femme était assez intelligente et pleine d'esprit, et qu'elle avait certainement aidé son mari à bien des égards. Antonio lui devait certainement beaucoup, même ce qu'il avait accompli jusqu'à présent. Susanna comprit immédiatement que cette femme n'était pas simple et qu'elle avait une très bonne intuition. Elle essaya de ne pas la déranger, bien qu'elle choisisse elle-même le bon moment. Ce moment arriva lorsqu'Antonio fut appelé sur scène pour faire un discours. Il savait que ce moment viendrait. Il était donc préparé. Auparavant, il a regardé sa femme comme s'il voulait partager avec elle ce moment passionnant. Veronica lui a souri et lui a dit « Tu es le meilleur, je t'aime ». Antonio l'a embrassé en réponse et a regardé d'un air amusé sa jolie tenue, la longue robe dorée au décolleté profond. Elle était tout simplement magnifique et le collier que Antonio lui avait récemment offert s'accordait parfaitement avec son image. Tous les regards se tournent vers la scène. Antonio, vêtu d'un beau et coûteux costume bleu, commence à parler. Il était inhabituel pour lui de parler devant un public aussi nombreux, mais il devait surmonter sa peur et dire les mots que tout le monde voulait entendre. C'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette fête. Nous formons une équipe vraiment formidable et unie et, vraiment, cela n'a pas de prix, a-t-il poursuivi. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de la chose la plus importante dans toute organisation et que les mots ne doivent en aucun cas paraître pompeux. Nous sommes comme un squelette dont dépend notre monde minier. Bien au chaud dans le salon, elle est à nouveau applaudie. Susanna a également écouté Antonio et a prêté attention à chaque mot qu'il a prononcé. Un homme magnifique. Dommage qu'il soit déjà fiancé, se dit Susanna. Elle jeta un regard jaloux à Veronica sans quitter la scène des yeux. Veronica a entendu son mari, oui, elle a de la chance avec lui, se dit encore Susanna. Elle devait admettre que Veronica, bien que maman est beaucoup plus âgée qu'elle, avait une allure incroyable. Le bel Antonio prononça sa dernière phrase et leva son verre à toutes les personnes présentes. Ils se sont levés après le toast et la fête a continué. Antonio et Veronica sont rentrés chez eux vers 3 heures du matin, visiblement fatigués et désireux de s'endormir au plus vite. Veronica s'est endormie dès qu'elle a touché l'oreiller. En revanche, il n'arrivait pas à se débarrasser des pensées supplémentaires qu'il avait dans la tête et ne parvenait pas à s'endormir. Il pensait à l'avenir de l'entreprise en développement et à ses projets futurs. Finalement, il s'est endormi et a rêvé de sa femme Veronica, si belle et si éthérée. Elle lui souriait gentiment et lui disait qu'elle l'aimait. Son visage rayonnait d'une incroyable lumière dorée. Dans ce rêve, elle semblait irréelle. Elle lui tendit les mains, qu'Antoine voulut prendre, mais pour une raison inconnue, cela ne se produisit pas. Antonio se réveilla à nouveau, les signes de l'aube commençant à apparaître dans le ciel noir. Il voulut se rendormir, mais il n'y parvint pas. Il s'assit sur le bord du lit, tourna la tête et regarda Veronica. Elle dormait dans la même position que la veille. Antonio était très heureux d'avoir rencontré Veronica, c'était la femme avec laquelle il voulait passer le reste de ses jours. Un léger sourire effleura ses lèvres et il tendit la main pour lui caresser doucement l'épaule. Une étrange sensation de contact resta dans ses doigts après avoir caressé sa femme, comme si la voix de quelqu'un avait parlé à Antonio. Sans réfléchir, il saisit le poignet de sa femme. Quelques secondes plus tard, il découvre avec horreur que Veronica n'a plus de pouls. Il appelle une ambulance et l'équipe médicale d'urgence arrive,
confirmant ses soupçons, sa femme est morte d'un arrêt cardiaque. La peur et l'horreur se sont figées dans les yeux d'Antonio. Il ne comprend pas pourquoi Dieu l'a puni de la sorte, mais il a beau vouloir tout changer, il n'y parvient pas. Se disputant avec le destin, les médecins de l'ambulance tentent de savoir si Véronica a pris des médicaments ou des pilules. Il a été suggéré que certains médicaments étaient peut-être incompatibles avec l'alcool, mais Antonio avait du mal à accepter cette possibilité. Véronica avait toujours été très vigilante et surveillait de près sa santé, non seulement la sienne, mais aussi celle de tous les membres de la famille. Après avoir effectué une série d'analyses, les médecins ont finalement attribué le décès de Véronica à l'incompatibilité de ses médicaments avec l'alcool. Antonio est plongé dans la tristesse et le désespoir. Cette tragédie l'enveloppe comme un voile noir, il ne veut plus rien développer ni faire de projet pour l'avenir. Il semblait avoir perdu le sens de sa vie. Un jour, Antonio s'est assis sur le canapé, imbibé d'alcool. Après la mort de sa femme, l'insomnie était devenue sa fidèle compagne. Il pouvait rester seul dans le salon pendant longtemps, indéfiniment. Une fois de plus, il remplit son verre de boisson forte, mais étrangement, il ne s'enivre pas et le sommeil ne vient pas. Heureusement, Carmen était à ses côtés pendant tout ce temps. Elle l'a aidé à s'occuper de sa fille. Carmen a essayé d'expliquer doucement à la fille la perte de sa mère, et il semble qu'elle ait réussi. Mais avec Antonio, tout était beaucoup plus difficile. Elle a vu comment il se débattait et souffrait, mais les contes de fées que l'on pouvait raconter à un petit enfant ne fonctionnaient pas avec un adulte. Carmen dit calmement qu'après la mort de Véronica, elle a cessé d'aller chez elle de peur de laisser Rosalia et Antonio seuls dans cet état. Il ne pouvait tout simplement pas contrôler ses actes et s'occuper de sa fille. « Vous m'avez entendu ?» La servante s'adresse à lui. Antonio reste silencieux. « Cela ne peut pas durer éternellement, dit-elle sévèrement, avant de se retourner et de s'adoucir un peu, je dois continuer à vivre. Véronica n'aurait pas été d'accord avec la façon dont vous traitez votre fille aujourd'hui. Elle parle de son père, d'autant plus que vous avez une relation très proche et confiante. » Il y a eu un silence. Carmen n'a plus rien à dire. Elle ne peut pas constamment reprocher à Antonio son comportement, il doit comprendre par lui-même. Il doit être fort pour sa fille. Antonio finit par dire « Asseyez-vous à côté de moi, s'il vous plaît. » Carmen s'approcha et s'assit doucement sur le bord du canapé. « Merci pour notre famille, dit-il, et le silence revint. Je dois dire que votre famille est devenue comme la mienne, surtout la petite Rosalia. Nous ne pouvons tout simplement pas les laisser dans un moment pareil, dit Carmen avec douceur. Tu as raison, j'ai besoin de me rétablir. Je vais essayer de le faire, dit Antonio en regardant la jeune fille dans les yeux, où elle voit sa nouvelle vie, la vie telle qu'elle était avant. Pendant plusieurs jours, Antonio a trouvé la force de continuer à vivre et à profiter de la vie avec sa petite fille. Il s'est lancé dans le travail, essayant d'accomplir le plus de tâches possibles pour pouvoir rentrer chez lui le soir et dormir sur ses deux oreilles. Il n'oublie pas non plus sa fille, une fois par mois, ils vont à la mer. Là, Antonio s'amuse et fait des bêtises, comme s'il était un enfant. Il ne pouvait le faire que grâce à sa fille qui, en raison de son âge, le plongeait dans ce monde joyeux et enfantin. Rosalia continuait à améliorer ses compétences en natation, maintenant qu'elle pouvait retenir sa respiration plus longtemps. Grâce à l'eau, il semblait se purifier et se débarrasser de toute négativité et de toute tristesse. À l'âge de 7 ans, Shalia peut nager sur de longues distances. Antonio se réjouit des exploits de sa fille. Parfois, il organisait même des courses avec elle, nageant l'un contre l'autre. Bien sûr, il laissait Shalia gagner, mais il y avait beaucoup de rire et de joie. Antonio s'est remis de la mort de sa femme et s'est remis à penser à l'entreprise qu'il avait lancée en ville. Malheureusement, les capitaux étrangers n'y ont pas prêté suffisamment d'attention et l'entreprise s'est à peine développée. Mais aujourd'hui, des années après la perte de sa femme, se sentant prêt à reprendre l'affaire en main, il fait sa valise, réserve un billet d'avion et s'envole par le prochain vol. C'était une belle journée d'automne, une époque où l'automne sans pluie ni boue offrait aux gens un climat agréable, chaud et sec. Ce court voyage d'affaires promettait déjà d'être un succès, si bien qu'Antonio oublia momentanément les tâches ménagères. Pendant ce temps, Carmen se réveille d'un profond sommeil. Lorsqu'elle ouvre les yeux, la première chose qu'elle ressent est un terrible mal de tête. Levant la tête de l'oreiller, elle tente de se remémorer les événements récents de sa vie, mais de façon imprécise. Elle ne se souvenait de rien, et seule la douleur lancinante lui indiquait qu'elle ne dormait plus. Elle n'arrive même pas à se rendre compte de l'heure et du jour qu'il est.
Carmen regarde autour d'elle et réalise immédiatement qu'elle est à l'hôpital. Elle se dirige vers le poste d'infirmière, où une jeune femme vêtue d'un uniforme en coton turquoise la ramène dans sa chambre. En chemin, elle l'informe que la patiente est inconsciente depuis 2 jours. Carmen est encore plus confuse et reçoit bientôt la visite d'un médecin, accompagné d'une autre infirmière. Carmen les a regardés en posant des questions, mais n'a reçu aucune réponse. Ils l'ont sortie de la piscine. Juste à temps, dit finalement le médecin, un homme d'un certain âge aux yeux très compréhensifs. Vous avez avalé de l'eau. 1 minute de trop et il aurait été impossible de vous réanimer. Carmen sursaute. Qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine? Comment cela s'est-il passé et qui m'a sorti de l'eau? Le médecin approcha un tabouret du lit et s'assit, entrelaçant ses doigts. Il s'arrêta un instant, essayant de trouver les mots justes. Vous avez eu une fuite de mémoire. C'est tout à fait naturel dans votre cas, la mort clinique provoque toujours des changements dans le cerveau. Mais heureusement, elles sont souvent réversibles avec le bon traitement. Ils ont sorti un nettoyeur de piscine de l'eau qui a touché les locaux de votre employeur. Au bon moment, c'est comme si Dieu vous avait tous embrassés. L'homme tousse soudain dans son poing, sort un mouchoir de la poche de sa chemise et s'essuie rapidement le front avec. Ou plutôt, heureusement pour toi, Carmen. Vous souvenez-vous que vous étiez femme de ménage et que vous cumuliez les fonctions de baby-sitter? La réaction du médecin ne plaît pas à Carmen. Elle lui jette un regard presque fou, puis à l'infirmière, de peur de faire des histoires. Bien sûr, elle se souvenait de la petite Chalia, de son travail chez Antonio et de ses responsabilités, mais maintenant le ton du médecin avait changé et le cœur de Carmen s'emballait. Malheureusement, la petite fille a eu beaucoup moins de chance, poursuit le médecin. Comme on dit à l'hôpital pédiatrique, je suis désolé. Son père a-t-il été mis au courant de ce qui s'est passé? Carmen fond en larmes, incapable de résister. Plus il pleurait, plus le médecin ordonnait immédiatement un sédatif. Il laisse alors seule la gouvernante désemparée. Au bout d'un moment, une jeune femme entre dans la chambre. Carmen la reconnaît comme l'infirmière qu'elle avait rencontrée dès son réveil. Elle lui tend un téléphone et lui sourit avec compassion. Vous savez qu'ils peuvent vous transférer à l'hôpital demain matin. Vos résultats d'analyse sont très bons, c'est presque un miracle, a-t-il posé le smartphone sur la table de chevet. Appelez vos proches. Peut-être que je leur manquerai, c'est moi qui ai perdu mon proche, dit Carmen à voix basse, la voix totalement dépourvue de couleur. Elle est à nouveau seule dans la chambre. Le téléphone d'Antonio ne répondait pas. Un sentiment de vide l'envahit intérieurement. Elle ne pouvait pas dire si elle avait accepté la terrible nouvelle, mais il était inutile de résister aux paroles du médecin. Le médecin avait raison. C'était inutile, mais les pensées d'Antonio l'inquiétaient. Comment se sentirait-il s'il devait organiser les funérailles de sa fille? Puis, juste après la perfusion intraveineuse, elle se rendit chez Antonio et fut accueillie par le silence. Crépy passe d'une pièce à l'autre à la recherche de son employeur, mais la maison est vide. Elle s'est alors rendue dans l'arrière-cour et y a rencontré son sauveur Juan, âgé de 30 ans. Il était en train de nettoyer la piscine et lorsqu'il a entendu le bruit de la porte coulissante qui s'ouvrait, il s'est retourné. « Carmen, tu vas bien? J'ai eu tellement peur ce jour-là, je ne pouvais pas imaginer. » Malgré son ton légèrement joyeux, sa voix exprimait encore de la sympathie. « Merci, vous avez fait tout ce que vous pouviez à l'époque, » répond la femme avec amertume. « Où est Monsieur Miroir? J'ai vraiment besoin de le voir, je suis très inquiète pour lui, dit-elle en partant à sa recherche. Santa Maria est terrible, d'abord Véronica et maintenant, depuis combien de temps est-elle partie? Il y a environ 10 minutes, vous l'avez manqué de peu, la fille s'est enfuie immédiatement. Elle ne voulait pas partir. Antonio avait la tête qui tournait après la perfusion et ses jambes étaient encore un peu faibles, mais il voulait quand même soutenir la dernière personne qu'il aimait. Prenant un taxi, elle se rendit à l'hôpital, mais cette fois à la morgue. L'homme se tenait devant l'entrée de l'appartement, il ne pouvait pas franchir le seuil. Il ne pouvait tout simplement pas. L'idée que tout ce qui se passait était irréel lui démangeait le cerveau. Enterrer d'abord sa femme et maintenant sa fille n'était pas quelque chose que l'on pouvait attendre d'Antonio. Il n'était pas prêt à prendre le corps parce qu'à ce moment-là, même si Chalia ne s'en rendait pas compte, elle était encore vivante dans son esprit. La prendre maintenant signifiait lui dire adieu à l'avance, avant même l'enterrement. Fais-le, dit Susanna en posant la main sur l'épaule de l'homme, l'enterrement aura lieu aujourd'hui, il n'y a pas lieu de retarder l'inévitable.
L'homme d'affaires soupira profondément et resta silencieux quelques minutes avant d'ouvrir la porte. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'odeur de formaldéhyde frappa son nez, provoquant une nausée passagère dans sa gorge. L'aide-soignante accueille le père éploré et le conduit vers un autre brancard. Elle dépose un petit corps sous un drap, les mains tremblantes. Antonio prit le drap blanc des mains de sa fille et regarda son visage dans le calme. Il semblait que seuls les employés de la morgue dormaient. Ils avaient déjà préparé le corps pour l'enterrement, ils avaient tout fait avec soin, seul le lacet de la chaussure droite était défait, apparemment Antonio l'avait malencontreusement défait en même temps que le drap. Apparemment, Antonio l'avait malencontreusement détaché en même temps que le drap. « Monsieur Miroir, vous êtes là ?» Carmen fait irruption dans l'appartement en essayant d'éviter les domestiques qui ne veulent pas la laisser entrer. Il se retourne, mais il n'y a pas une once de joie dans son regard, au contraire. Il semblait vouer une haine brûlante à sa misérable servante. Susanna s'exclama soudain, « Comment oses-tu te présenter ?» et saisit immédiatement l'étranger par le coude. « À cause de toi, la fille s'est noyée et tu es venu voir son corps froid ?» Alors que Carmen essayait de comprendre ce qui se passait, Susanna l'avait déjà entraîné hors de la morgue. L'homme de ménage n'a pas pu résister à la pression et a repoussé la dame. « J'ai passé 2 jours en soins intensifs, je me suis réveillé et la première chose que j'ai entendue, c'est la mort de Rosalia. » La jeune fille s'est mise à crier, les larmes aux yeux. Je ne sais même pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment nous sommes-nous retrouvés dans la piscine? Laissez-moi découvrir dans quelles circonstances Chalia a pu se noyer. Chalia, notre Chalia, qui nageait mieux que moi, je veux un autre adulte. Carmen savait que Susanna était la seule personne à qui elle pouvait tout dire. Lorsque les 2 femmes se sont rencontrées dans un couloir vide, Susanna a révélé son vrai visage. Son expression changea et, en un instant, une étincelle de folie brilla dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» demande Carmen, qui commence à comprendre que la servante a déjà des doutes sur les bonnes intentions de Susanna. La tromperie et le manque de sincérité de Susanna en étaient la preuve, mais maintenant elle en était complètement convaincue. « Pourquoi ne puis-je pas parler à Monsieur Miroir ?» demanda encore Carmen. « Votre cher Miroir n'a pas l'intention de vous recevoir, » répondit Susanna. « Je te verrai dans un instant, » répondit Susanna, « quand cette vilaine fille se sera calmée. Elle sera couchée par terre et personne ne l'entendra, mais comme tu étais parmi les survivants, tu devras répondre de tout. » Susanna sourit largement. « J'ai tellement de peine pour toi, » prétendait-elle avec tant de pitié. Être triste et puis rire. « Comment as-tu osé faire ça ? Tu as tué une innocente, » dit Carmen, toujours incrédule. Tu ferais mieux de me demander comment j'ai obtenu ce magnifique liquide. J'ai gardé quelques gouttes de plus que je pensais qu'il n'y aurait pas. C'est suffisant. Si je suis Susanna et que tu es lourde comme une vache, je me suis même foulé le poignet en essayant de te pousser dans l'eau, tu t'es évanouie au bord de la piscine. Mais j'aurais dû m'occuper de toi d'abord, la fille n'est pas à toi. Je n'aurais pas eu à faire autant d'efforts pendant que tu poussais la gamine, elle était couchée sur le canapé, je n'ai pas eu le temps de la jeter par-dessus bord. Il y a eu une pause, puis les yeux de Carmen se sont encore agrandis. Tu as aussi tué Véronica. C'est vrai. La jeune fille se couvre la bouche avec sa main. Mais comment as-tu pu faire passer Chalia pour morte? J'ai été sauvé, pourquoi ne s'en sont-ils pas rendus compte? Carmen a tout compris et cela l'a rendue encore plus malheureuse. Tu es comme ça, la naïve, soupire Susanna, l'argent peut forcer les médecins à faire passer quelqu'un pour mort, mais pas au sens littéral du terme. J'espère qu'au moins la prison t'apprendra un peu de bon sens. Antonio n'a toujours pas porté plainte contre toi. Tout s'est passé très vite. Il n'est rentré de son voyage d'affaires que ce matin et tout est arrivé à cause de Juan, dont la fille de Gonzalo ignorait tout simplement l'existence. Son intervention a ruiné tout le plan initial selon lequel Antonio devait trouver par hasard Carmelita et Chalia inconscients dans la piscine à son retour de voyage d'affaires. Le poison n'a laissé aucune trace dans leur sang. On aurait pu croire à une mort accidentelle, comme dans le cas de Véronica. Convulsions, panique, n'importe quelle cause mineure. C'est pour cela qu'ils se sont noyés tous les deux, mais le nettoyeur de piscine est apparu et elle a dû battre en retraite. Elle a dû improviser. Susanna a rapidement découvert où ils avaient emmené Chalia sous sédatif ce jour-là, lorsqu'il s'est rendu au service de pédiatrie de l'hôpital de district et a réussi à soudoyer les médecins. Il n'a pas pu faire de même à l'hôpital. De l'autre côté de la ville, la seule façon de s'en sortir était d'accuser la femme de chambre d'être responsable de la mort de la fillette. Une peur terrible s'empare de Carmen,
qui sent ses veines se resserrer et son pouce accélérer. En regardant autour d'elle, elle cherche au moins un témoin, mais il n'y en a pas dans le couloir. Il est vide et les seuls surveillants en service sont avec Antonio qui s'en va. Courir, se cacher de la malheureuse police, dit Susanna avec une grimace. Papa malade sera fier de moi. Et toi, tu pourriras en prison, abasourdi par cette histoire. Face à cette soudaine révélation, Carmen ne sait que faire. Elle se retourne et marche lentement vers la sortie. Ses jambes ne vont pas bien et sa tête est troublée. Antonio ne la croirait probablement pas après tout. Ce serpent, ayant tout organisé pour que le serviteur ait vraiment l'air coupable, endossant le rôle de l'endeuillé, continua la farce. Elle s'approche à nouveau d'Antonio. Tout s'est passé si vite, si soudainement. Nous n'avons pas eu le temps de nous rendre compte de quoi que ce soit, dit Susanna, improvisant chaque mot sur l'essentiel. Il n'y a plus d'urgence. Sa fille, sa petite fille, s'est endormie profondément. Et il n'y avait aucun signe de trouble, dit Susanna en essuyant ses larmes avec un mouchoir. Il savait que sa fille était une excellente nageuse. L'absurdité de tout cela lui brûlait encore plus le front, mais il ne contestait pas le certificat de décès et les hypothèses de la police ne tenaient pas la route. La fille s'est noyée dans l'eau et nous n'avons pas eu le temps de la sauver, malheureusement. Pardonnez-nous, dit la femme en continuant à feindre la douleur. Antonio a du mal à croire ce que Susanna vient de lui dire. Il savait que sa fille nageait parfaitement et qu'elle n'aurait certainement pas pu se noyer dans sa propre piscine. Mais comme tu le sais, la mort a ses propres plans à ce sujet. Antonio se tient devant sa fille. Elle n'avait pas l'air morte du tout. Le père essuya ses larmes et la regarda à nouveau, son attention se concentrant sur le cordon qui s'était défait sur elle. Une chaussure apparut et il la noua solidement, comme un père aimant l'aurait fait lorsque sa fille était encore en vie, après s'être occupé du cordon qu'Antonio avait placé sur ses tibias. Pendant les premières secondes, il continua à sentir de la chaleur dans ses paumes, puis il se rendit compte que cette chaleur provenait d'une personne vivante, sa fille était vivante. Elle est vivante, murmure le père, mais personne ne semble écouter, sauf Susanna. Elle fait semblant de ne pas entendre. Antonio, sans dire un mot, toucha le cou de sa fille et sentit un faible pouls. Susanna regardait tout cela et ne comprenait pas ce qui se passait. « Réveille-toi une fois pour toutes, Susanna, dit-elle avec indignation. Tu es folle, tu as besoin d'un sédatif, dit Miranda. En regardant autour d'elle, elle s'assure que les assistants sont partis chercher les documents et qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce. Tais-toi, répond Antonio avec colère. Susanna, ébranlée par ces paroles, commença à se plaindre hystériquement que personne ne l'appréciait. J'ai essayé de t'aider et voilà comment tu me remercies de ma gentillesse, dit-il sans se rendre compte qu'il racontait n'importe quoi. Mais Antonio ne fait pas attention à lui. Susanna se mit à parler, cherchant inutilement une échappatoire. Cependant, elle se consolait en espérant que si la police n'était pas encore arrivée, tout allait bien. Il continua à faire semblant d'aider Antonio et de s'occuper de sa fille, ordonnant à Susanna d'un ton autoritaire de ne pas s'approcher d'elle d'un seul pas. Pendant ce temps, Carmen reste dehors. Elle ne pouvait pas le laisser impuni. Ce fou a d'abord tué la femme d'Antonio et maintenant sa fille. La porte d'entrée s'ouvrit et Susanna regarda à travers la porte, mesurant la servante d'un regard froid, presque anéantissant. Elle quitta le couloir en silence, invitant la jeune fille à entrer, puis retourna à la morgue, où se trouvaient Antonio et sa fille, sachant que Carmen se rendrait auprès d'eux lorsque la servante apparaîtrait. « Pardonnez-moi, dit Carmen, regrettant profondément ce qui s'était passé. « Je ne voulais pas te le dire pour ne pas t'inquiéter, commença Susanna, mais soudain j'ai vu la servante donner du poison à boire à la fille. »« Ce n'est pas vrai, objecta Carmen. Comment oses-tu nous tromper de façon aussi flagrante ? J'ai vos empreintes sur le verre. » Susanna tente de sauver la situation dans son dernier souffle. « Vas-y, ferme ta bouche, tu n'es qu'un serpent menteur, lui a-t-elle crié. Les paroles d'Antonio poussent Susanna à se ressaisir et à se frotter un peu les épaules. Réalisant que tout allait empirer, Susanna a décidé de prendre les documents de l'entreprise et de s'enfuir, ce qu'elle avait préparé pour elle-même. Devant les cris, l'un des assistants fait irruption dans le couloir en voyant Susanna dont les yeux lançaient littéralement des éclairs. Le jeune homme a vite compris, s'est figé et, sentant le regard d'Antonio sur lui, a brusquement couru vers la sortie. C'est lui qui soutient Chalia dans son sommeil léthargique et rédige tous les documents, des résultats de l'autopsie à l'acte de décès. Mais à l'extérieur, il se heurte immédiatement à la police, qui le menotte sur place et le ramène devant toutes les personnes présentes.
Cet homme semblait déjà plus calme. Pendant ce temps, à l'extérieur, Carmen devinait appelle la police. « Détenu, vous avez aussi le droit de garder le silence », dit le policier en montrant les menottes. Susanna tente de résister et de dire quelque chose pour sa défense, mais les policiers ne semblent pas prêter attention à ce qu'elle dit. Ils ont continué calmement leur travail. D'une manière ou d'une autre, les journalistes et les journaux ont découvert la tragédie familiale. Ils étaient déjà arrivés à la morgue et attendaient avec impatience de savoir qui apparaîtrait le premier sur le balcon. Lorsque Susanna est apparue, les flashs lumineux des caméras ont suivi les journalistes, qui ont tendu leur micro pour entendre quelques mots sur l'incident. Le désespoir et la folie les envahissent tandis que le criminel est emmené par la police. Pendant ce temps, Monsieur Sala était assis devant l'écran de télévision, savourant chaque nouvelle des journalistes qui rapportaient qu'une fois de plus, la maison d'un homme d'affaires prospère avait été visitée par une tragédie. Malheureusement, lorsqu'il a vu le visage de sa fille à l'écran, il s'est réveillé et a augmenté le volume. « Papa ne m'a rien dit. Il n'en dira pas plus. Je suis sa préférée. Il ferait n'importe quoi pour moi », s'écrie-t-il d'une voix cassée. Monsieur Sala n'en revient pas que sa fille ait été escortée par la police. Seoman a compris que tout était perdu et qu'un sort pire encore l'attendait. Cet homme influent a compris qu'il valait mieux pour lui ne pas bouger et ne pas agir. La police a reconnu sa fille coupable du meurtre de la femme d'Antonio, ainsi que de la tentative de meurtre sur la jeune fille. Plus tard, au cours de l'interrogatoire, il a été révélé que Susanna était mentalement instable. Elle enviait sa sœur aînée, indépendante et prospère, qui réagissait simplement à l'idée de se plier à toute demande, même la plus insignifiante, de son père. Gonzalo n'a pas pu se remettre de toutes ces circonstances. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est responsable. Des crises de panique s'emparent de lui et son cœur déjà faible continue à souffrir et à se serrer dans sa poitrine. Son médecin lui prescrit un repos au lit et bientôt, sans le principal propriétaire de l'entreprise, son conglomérat commence à s'effondrer. Mais la fille d'Antonio n'en a guère souffert et a suivi une rééducation à l'hôpital. Les médecins appelés rapidement ont réussi à éviter la mort de la jeune fille et la substance mortelle avec laquelle Susanna voulait empoisonner la femme de chambre et Shalia a déjà commencé à être éliminée de son corps. La jeune femme divise la dose en deux parties pour la petite Rosalia et l'adulte Carmen et constate qu'elle n'est pas suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque. Les victimes tombent simplement dans un profond sommeil et l'aide-soignante soudoyée doit maintenir la dose appropriée dans le sang de la fillette. Les médecins ont administré des sérums à la jeune fille, restaurant tout son corps. L'action du poison a été stoppée avec succès et les conséquences de l'hypothermie, de la déshydratation et du jeûne ont été traitées immédiatement. Pendant plusieurs jours, la jeune fille a commencé à se rétablir très rapidement. Pendant tout ce temps, la servante était aux côtés d'Antonio. Elle s'était tellement attachée à la famille qu'elle n'envisageait même pas l'idée de ne plus jamais revoir la fillette ou Antonio. Elle soutenait Antonio de toutes les manières possibles et essayait de l'aider à surmonter tous ces jours difficiles. Un soir, lorsque la fille d'Antonio est sortie de l'hôpital, ils ont organisé un dîner de fête pour les amis et la famille. Ce fut un dîner chaleureux et émouvant, à l'issue duquel tout le monde est rentré chez soi, à l'exception d'Antonio et de Carmen. Carmen observe une Shalia en pleine santé qui dessine sur son cahier, ce qui lui réchauffe l'âme et la remplit de joie. Tandis que Carmen observe la petite fille, Antonio observe Carmen. Il est impressionné par le dévouement avec lequel cette femme sert sa famille. Pendant 8 années entières, Carmen a été à ses côtés, dans la douleur comme dans la joie. Elle ne cherchait pas une meilleure place pour elle-même. Elle se rend également compte que Shalia, en raison de son jeune âge, a oublié Veronica et considère Carmen comme sa propre mère. Quelle que soit la cruauté de la situation, c'est ainsi que fonctionne l'esprit des enfants. Au cours de l'année et demie écoulée, Antonio a commencé à se rendre compte qu'il ressentait quelque chose de plus que de l'amitié pour Carmen. En regardant autour de lui, il se dit que cette femme est vraiment très belle. Sa beauté intérieure se reflétait dans les traits gracieux de son visage, dans son cou et dans tout son corps. Carmen ne s'est pas rendu compte qu'Antonio a posé sa main sur la sienne en signe de surprise. La femme le regarde. Il détourna rapidement le regard et, à ce moment-là, ils comprirent tous deux que le destin avait voulu que leur vie se rejoigne. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.